bring me his head. Oula, il est bien mal barré lui. Je me demande bien ce qu'ils vont trouver pour qu'il s'en sorte. Attends, mais il est mort là? Oh, je sens que cette série va être spéciale. Game of Thrones. Une série qui est passée du statut d'adoration à un certain dédain collectif, voire à une haine profonde chez certains fans. Et ce, en l'espace de 10 ans. Il est intéressant d'en faire une petite rétrospective donc. D'autant que la nouvelle série préquelle House of the Dragon, se concentrant sur les ancêtres de Daenerys, est prévue pour cet été. La série a déjà fait parler d'elle du fait de choix de casting discutables, comme le fait de rendre certains personnages black, alors qu'ils sont censés avoir la même apparence que les Targaryen, donc être blancs. Ça peut se justifier simplement et sans qu'il y ait trop de soucis de continuité en disant que la mère de Corlys Velaryon venait des îles d'été. Une noire? J'ai jamais fait une noire. Une femme de couleur. De couleur noire, ouais. Bon, après cette petite parenthèse sur l'avenir de cet univers, revenons au début et au lancement de Game of Thrones. Nous sommes en 2007, et à une époque où les séries ne se résument plus à des sitcoms aux moyens limités, mais sont capables de nous donner des histoires cohérentes sur de longues durées, et avec des moyens qui peuvent se comparer au cinéma. La saga littéraire Song of Ice and Fire est extrêmement populaire, et est vue comme une des principales sagas de fantasy pour adultes. Dans ce contexte, HBO, disposant de moyens conséquents, décide d'adapter la série, et donne les clés à David Benioff et D.B. Weiss. Grossière erreur, hein. Qui arrivent à convaincre l'auteur George R.R. Martin de leur capacité à adapter la série, chose qu'ils réussissent selon la légende, en devinant correctement qui était la mère de Jon Snow. La série rencontre son public dès la saison 1, et ne fera que gagner en popularité au fil du temps, devenant un vrai phénomène culturel. Avant de se mettre à dos une partie de ses fans en décidant de rusher sa fin. Mais on y reviendra, continuons sur le positif pour l'instant. Donc, l'objectif dans cette vidéo est de discuter de la série dans sa première partie. Rappelez que de base, elle était quand même vachement bien, mais bon, du coup, gros spoiler warning, je vais à peu près tout divulgacher dans cette vidéo. Après tout, si vous avez cliqué sur cette vidéo alors que personne n'a réussi à vous convaincre de regarder la série jusque-là, c'est que vous devez faire partie de cette catégorie de personnes qui regardent pas quelque chose juste parce que c'est trop populaire, quoi. Et qui se retrouvent à passer à côté de plein de super œuvres, car ça leur permet de se sentir un peu différents. Et ça va de tacler ton public comme ça? Déjà que t'en as pas beaucoup. Bon, c'est vrai. Après tout, libre à vous de faire n'importe quoi. Alors, vu qu'il se passe pas mal de choses dans cette série, qu'il y a beaucoup de personnages et de lieux, on va faire en sorte que vous sachiez de qui je parle. La progression ne sera pas linéaire, on va faire un groupe de personnages après l'autre. Ainsi, certaines histoires se retrouvent fusionnées. On s'arrêtera cependant à la fin de la saison 4 pour tout le monde, et un peu avant pour les quelques personnages nous ayant quittés trop tôt. Eddard Stark, de son surnom Ned, est le Lord de Winterfell et le gouverneur du Nord. Cependant, son destin se retrouve chamboulé quand son vieil ami le roi Robert Baratheon lui demande de devenir la main du roi, une sorte de premier ministre. Ned, d'abord hésitant préférant rester avec sa famille, finira par choisir de se rendre dans la capitale King's Landing, afin d'enquêter sur la mort de la précédente main, qui aurait été assassinée par les Lannister, une puissante famille de seigneurs proche du trône, et qui sont aussi derrière l'accident qui enlève au fils de Ned ses jambes. Ainsi, la première partie de la série aura pour intrigue principale les recherches de Ned sur l'assassinat de Jon Arryn, la main précédente, et sur les raisons d'un tel acte. Suivant les traces laissées par son prédécesseur, Ned trouve un bâtard du roi, ainsi qu'un livre recensant le physique des ancêtres des grandes maisons, et il se rend compte que tous les Baratheon ont les cheveux noirs et les yeux bleus, alors que Joffrey et ses deux frères et sœurs, qui sont censés être les enfants du roi, sont blonds aux yeux verts, et ont toutes les caractéristiques de Lannister. Il comprend alors que les enfants du roi sont en fait des bâtards issus de l'inceste, et prévoit de prévenir le roi. Celui-ci est cependant mortellement blessé, et meurt avant d'avoir appris la vérité. Ned se tourne alors vers le frère aîné du roi Stannis, un homme réputé impitoyable et donc peu aimé des intrigants de la cour. Il se fait alors trahir par Littlefinger et est enfermé en prison, entraînant le Nord à se soulever, et le fils de Ned, Robb, à marcher vers King's Landing afin de faire libérer son père. Les deux frères du feu roi Robert se déclarent rois, Stannis l'aîné par droit de naissance, et Renly le cadet par droit de conquête, celui-ci ayant plus d'hommes, de ressources et d'alliés. Et à ce moment-là, la situation est très compliquée pour les Lannister. Les Terres de l'Orage et les Tyrell soutiennent Renly, Pierre Dragon soutient Stannis et celui-ci a la flotte royale à disposition, le Nord et le Conflant soutiennent Robb dans sa libération de Ned, le Val, les îles de Fer et Dorne détestent les Lannister et restent neutres. Sur les 7 royaumes, seules les Terres de l'Ouest, directement dirigées par Tywin Lannister, sont fidèles au roi de Joffrey Baratheon. Les Lannister ont donc tout intérêt à garder Ned Stark en vie, afin de s'assurer de la fin de la rébellion du Nord et du Conflant. Cependant, le roi Joffrey montre son vrai visage de gros bâtard qu'il est et décide d'exécuter Ned Stark. Cet événement plongera le pays encore plus dans la guerre, et sera l'événement majeur initiateur des conflits de la série. Les Stark nous sont immédiatement présentés comme les héros de l'histoire, les gens à qui on s'identifie et qui ont des valeurs classiques. Les Lannister, eux, nous sont montrés comme incestueux, cruels et égoïstes. Les politiques doivent directement s'identifier à eux, donc. On n'aura donc pas de mal à choisir Ned comme notre héros qu'on a envie de voir réussir. Sa mort est alors d'autant plus un choc en fin de saison 1. Cependant, si on prend une posture un peu plus analytique, on peut se rendre compte que Ned Stark est un très mauvais politique.
et que s'il avait joué ses cartes correctement, il aurait évité des milliers de morts, et un destin tragique pour sa famille. Et ça, c'est le genre de choses dont on peut se rendre compte qu'au deuxième visionnage. À la mort de Robert, au vu des valeurs de Ned, le seul choix logique est celui de soutenir l'héritier légitime, qui est Stannis, le frère aîné. Cependant, il décide de le faire de la pire manière possible. Erreur numéro 1, parler de son plan à Cersei. Alors là, en termes de stupidité politique, ça se pose là. Cersei est maintenant sur ses gardes et peut faire ses propres préparations. Elle prévoit la mort de Robert et peut s'assurer de la loyauté de Littlefinger et des gardes de la ville. Erreur numéro 2, faire confiance à Littlefinger. Alors bon, pour nous, avec le recul, c'est sûr que c'est évident. Mais même lui aurait pu se douter, d'autant qu'il a été prévenu. C'est surtout que ce bon vieux Ned ne se pose pas la question la plus importante en négociation, qui est « Qu'est-ce que veut mon interlocuteur ?» Littlefinger, il veut quoi? Bah, choper la femme de Ned et rester proche du pouvoir. Deux choses qu'il pourra avoir si Ned est exécuté et qu'il n'aura pas s'il soutient Stannis. Et c'est ça que j'adore dans la première partie de la série. On peut regarder en arrière et comprendre les décisions et les motivations des personnages. Ce sont pas des chocs juste pour nous surprendre, mais des conséquences directes de ce qui nous a été montré auparavant. Si Ned meurt, c'est parce qu'il a été imprudent, et sa mort n'est pas juste pour le spectacle, mais met tout le reste de la série en mouvement. Cette première présentation était assez longue, mais est essentielle pour comprendre ce qui est pour moi l'ADN de la série en termes de scénario. Ceci étant dit, maintenant qu'on a étudié le destin du père, intéressons-nous à ses enfants, et à ce qu'ils représentent, à mes yeux, dans l'histoire. Commençons par les deux filles de Ned, directement présentes lors de l'exécution, Arya et Sansa. Elles sont diamétralement opposées dans leur caractère et dans leur trajectoire dans la série. Sansa rêvait de se marier avec Joffrey. Elle est l'archétype de la fille noble rêveuse, habituée aux histoires de princes charmants. Elle se rendra au final compte de la vraie nature de Joffrey, et qu'avoir l'air noble ne veut pas forcément dire qu'on l'est. Elle sera otage de guerre, malmenée et forcée à se marier avec Joffrey puis Tyrion, devant mentir dans le simple but de survivre. Elle finit la saison 4 aux côtés de Littlefinger, ayant enfin échappé aux joues de Joffrey, et va sûrement pouvoir évoluer en tant que femme fatale, comme il nous l'est montré sur sa dernière scène de la saison 4. Arya, elle, a toujours refusé les conventions imposées aux dames. Elle a un caractère rebelle, et après l'exécution de son père, elle se retrouve à traverser un pays ravagé par la guerre, nous permettant à travers elle de voir les horreurs pour la population que les machinations des puissants provoquent. Le rat rentre dans l'orifice et il bouffe tout. Hein? Elle assistera impuissante à la destruction de sa famille, et décidera de prendre en main son destin, partant pour Braavos, afin de devenir une tueuse sans visage. Cette famille qu'elle n'a jamais réussi à retrouver est principalement représentée par Robb. À la suite de l'exécution de son père, il continue la révolte contre le trône, obtient le soutien de ses vassaux, et est même proclamé roi du Nord. Il est le fils prodige, qui doit venger son père, et accompagné par sa mère, il devient un personnage central de la série gagnant toutes ses batailles. Robb n'est pas dans les livres un personnage dont nous avons le point de vue directement. Toute son histoire nous est racontée à travers les yeux de sa mère Catelyn, inquiète pour son fils qui se met à ployer sous les responsabilités, ce qui renforce notre attachement pour lui. Il doit en effet composer avec les différentes alliances et rompt sa promesse de mariage par amour, perdant le soutien d'une partie de ses troupes. Le Nord se fait envahir par les Greyjoy des îles de Fer, Theon, qui était un otage, leur est rendu, et trahit Robb, exécutant selon toute vraisemblance ses frères et héritiers. Il doit de plus exécuter un de ses bannerets, ce qui lui fait perdre encore davantage d'hommes. Les Lannister sont plus forts que jamais en fin de saison 3, avec une alliance avec les Tyrell qui leur permet d'atomiser l'armée de Stannis, littéralement. Robb est lui quasiment seul à se tenir sur le chemin d'une fin de conflit, mais il vient d'avoir un plan génial visant à prendre Castral Rock avec les armées de Walder Frey. Ce qui nous mène à l'une des scènes les plus cultes de la télévision que sont les Noces pourpres. Et si on s'arrête à ce moment-là, juste avant ce fameux épisode 9 de la saison 3, et qu'on réfléchit un peu, on peut se rendre compte que la guerre est déjà perdue pour Robb. Le Nord pourrait tenir encore un peu, mais est confronté à un énorme désavantage stratégique. On nous a toujours appris que les héros gagnent à la fin dans à peu près tous les médias imaginables. Mais ici on est dans Game of Thrones, et la moindre erreur est fatale, une leçon que l'on nous a appris en saison 1. Et Robb, des erreurs stratégiques, il en a fait un paquet. Les Noces pourpres sont probablement l'un des moments de télévision qui m'a le plus marqué. On avait beau sentir que quelque chose n'allait pas, c'est hyper inattendu. C'est comme si dans Le Seigneur des Anneaux, Aragorn se faisait tuer par Grima langue de serpent au milieu du deuxième film. Qui plus est, pour poursuivre la comparaison avec Le Seigneur des Anneaux, dans Game of Thrones il y a du sexe, de la violence, des personnages quasiment tous ambigus moralement, et donc certains voient la série comme une sorte d'anti-Seigneur des Anneaux. Cette saga qui se caractérise par une dualité bien mâle, et une absence totale de sexe, préférant se concentrer sur l'amitié virile entre hommes, la bromance comme on dit. Ouais, le Seigneur des Anneaux, c'est pour les pédales, quoi. Ça fait combien de temps que t'es dans mes vidéos, Lucas? Depuis la vidéo sur Kaguya, donc quasiment le début. Eh bien, pour honorer l'esprit Game of Thrones, après cette remarque inacceptable, tu vas mourir. De quoi? Voilà, donc il a fait une erreur, et maintenant il en paye les conséquences. Sur ce, continuons, et intéressons-nous aux autres enfants Stark.
La première scène de Game of Thrones ne nous parle pas de politique ou de sexe, mais bien des marcheurs blancs, des espèces d'humanoïdes de glace capables de ramener les humains à la vie en tant que zombies de glace, et qui ont pour seul but d'exterminer les humains et de faire des dessins avec. Ils feront figure de menace ultime, avançant en tapinant tout au long de la série, alors que tout le monde se bat pour le trône de fer. Ils gagnent en puissance et ne pourront plus être arrêtés. Bon, la métaphore la plus évidente pour notre monde, ce serait le réchauffement climatique. Tout le monde est trop occupé à faire la guerre pour voir que ça va finir par tuer beaucoup de monde. Cependant, on a deux de nos enfants stars qui auront leur intrigue directement liée à ces marcheurs blancs. John, d'abord, qui rejoint la garde de nuit, un ordre ancien, complètement laissé à l'abandon à un moment où on en aurait le plus besoin, et je suis sûr que les Westeros aussi les applaudissent tous les soirs à 20h. John découvrira la difficulté d'apprendre le sort de sa famille, et de devoir choisir entre amour et devoir. Il apprendra à commander, et se devra de supporter cette petite salope d'Alistair Thorne, tout en comprenant que les sauvageons ont simplement fait l'erreur de naître du mauvais côté du mur. Bran, lui, perdra l'usage de ses jambes dès le premier épisode, et apprendra à utiliser ses pouvoirs de vervoyant afin, semble-t-il, de répondre à la menace que sont les marcheurs blancs, en espérant que ces pouvoirs pour lesquels tant a été sacrifié servent à quelque chose à la fin. Maintenant qu'on a parlé des Stark, regardons de l'autre côté du spectre politique avec les Lannister. Les Lannister nous sont présentés comme les méchants de la série. Dès le premier épisode, on voit la reine et le prince charmant de Shrek, son frère, couchés ensemble. Bon, déjà, c'est pas Jojo. Puis ensuite, pousser un enfant de 10 ans du haut d'une fenêtre, c'est pas très Jojo non plus. On a donc directement un biais en faveur des Stark. Mais on a tout de même un Lannister qui nous est présenté de manière sympathique, à la personne de Tyrion, un paria dans sa famille qui fait preuve d'un grand cœur, même s'il est alcoolique et lubrique, et qu'il soutient malgré tout sa famille. Si les têtes de Cersei et Joffrey ne sont pas accrochées au-dessus de King's Landing dès la saison 2, c'est du fait de sa défense de la ville. Il est cependant régulièrement rejeté par son père Tywin, qui est considéré comme l'homme le plus puissant du pays, qui lui reproche la mort de sa femme et son comportement indigne d'un Lannister. En effet, Tyrion lui rappelle son père Tytos, qui était moqué par tous, ce qui fait que Tywin détestera plus que tout qu'on se moque de lui ou de sa famille. Cersei, elle, déteste Tyrion parce qu'il a tué sa mère lors de sa naissance, et parce que bon, c'est Cersei. Elle a beau aimer ses enfants, c'est quand même, vous me pardonnerez l'expression, mais une sacrée connasse. Je ne dis pas que c'est un personnage mal écrit, on a parfois même pitié pour elle, ce qui est quand même un sacré exploit. Tyrion s'est finalement réfugié dans la boisson et les femmes tout simplement parce que c'est les seuls plaisirs qu'il avait. D'ailleurs, sa vie pourrait se résumer assez bien en chanson. Vodka, tequila, Captain Morgan, vodka, tequila, Captain Morgan, vodka, tequila. Jeudi 27, mon père m'appelle, il me dit qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi. Il me dit que je vais faire de la comptabilité, il me dit j'en ai rien à foutre, mon gars, t'es adopté. 20h50, je sais pas quoi faire, j'ai les larmes aux yeux, je me suis couché par terre. Bling bling, qui m'appelle, c'est ton frère, tu veux quoi? Ramène-toi. Je fais une soirée, y'a des meufs et de la vodka, tequila, Captain Morgan, vodka, tequila, Captain Morgan, vodka, tequila. 21h30, je suis déjà pompette mais je donne pas d'indice. J'arrive devant chez lui, je sonne pas au 13 bis. J'arrive devant la porte, il me dit gros t'es déjà bourré là. Putain, 22h quelque chose, je suis même pas bourré, faut que je boive quelque chose. Tombe bien sur la table, y'a quelque chose, je remplis mon verre de quelque chose. Ok, 23h et puis je sais pas, y'a une meuf trop belle, je monte un de ses pas. Je lui dis t'es trop belle, elle me dit j'entends pas. Je me rapproche d'elle et je... Ok ça va pas, je sais pas ce qui m'arrive. Mon frère vient m'aider, il me dit qu'est-ce qui t'arrive. Je lui dis je sais pas gros, tout à l'heure j'ai bu quelque chose. Il me dit c'est pas grave, de toute façon t'es adopté. Vodka, tequila, Captain Morgan, vodka, tequila, Captain Morgan, vodka, tequila, Captain Morgan, vodka, tequila, Captain Morgan, vodka, tequila. 3h27, rentre chez moi. Je crie dans la rue, aidez-moi. Je pense à mon père tous les soirs. Qu'est-ce que je ferais pour être dans ses bras? Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Servez-moi un verre de... Sauvez-moi, sauvez-moi, s'il vous plaît, sauvez-moi, servez-moi un verre de vodka, tequila. Après ce magnifique passage musical, revenons à nos blonds. Le seul Lannister qui a de l'affection pour Tyrion est son frère Jaime, qui nous est d'abord présenté comme arrogant, cruel et incestueux, ce qui ne sont pas des qualités évidentes, mais nous apprendrons à l'apprécier en le voyant perdre tout ce qui faisait son identité, et en apprenant qu'il a sacrifié son honneur pour sauver des vies. Et pour finir chez les Lannister, on a Joffrey, qui est probablement le personnage que le plus de gens au monde ont eu envie de gifler. Le but de ce genre de personnage est de nous faire réfléchir sur la logique monarchique, qui est de mettre un enfant à la tête d'un pays, surtout quand cet enfant est un sadique psychopathe. Joffrey est un des personnages qui souffre le plus du vieillissement de l'ensemble du casting par rapport au livre. On a l'impression qu'on a quasiment affaire à un adulte, alors que dans les livres, on nous présentait un enfant de 13 ans.
Mais bon, on boude pas notre plaisir quand il se fait empoisonner à son propre mariage. Je sais pas ce que l'auteur raconte les mariages, mais il donne pas envie. Malheureusement, Tyrion en sera accusé, verra que sa sœur et son père sont prêts à tout pour le faire condamner, et malgré un bref espoir qu'Oberyn Martell le sauve, bonjour Oberyn. Au revoir Oberyn. Tyrion sera condamné à mort, parviendra à s'échapper, tuera la femme qu'il aime puis son père, avant de fuir la ville en direction de Daenerys Targaryen. Mais ce sera sans doute un Tyrion changé que nous verrons, qui sera prêt à tout détruire pour se venger de sa famille. Et donc parlons de Daenerys. Daenerys est la fille du roi fou, dernier roi Targaryen sur le trône, en exil sur le continent d'Essos. Elle nous est d'abord présentée comme une jeune fille timide qui doit supporter son frère Viserys, qui mérite pas la médaille du frère de l'année. I would let his whole tribe fuck you. All 40,000 men and their horses too. Elle sera donnée en mariage au chef d'Osraki, Khal Drogo, contre son gré. Bon, certains voient une histoire d'amour touchante entre les deux. Perso, je vois plus une pauvre fille qui est forcée de se marier et qui essaye de tirer le meilleur parti de cette situation désastreuse. Daenerys va cependant prendre en assurance, perdre son frère, perdre son mari, sera conseillée par Lord Friendzone, obtiendra des dragons disparus depuis plus d'un siècle et décidera de mettre fin à l'esclavage dans la baie des Serres. Mais tout cela retardera son accession au trône de fer. Elle a un tempérament de feu, et il est vrai qu'elle a souvent besoin de conseillers pour mesurer ses décisions. Cependant, elle garde un cœur tendre et voudra aider ceux qui sont le plus dans le besoin. Je ne prendrai pas le risque de chercher la symbolique chez elle, certains diront que c'est un symbole de l'impérialisme, que c'est une blanche, qui libère des personnes de couleur des oppresseurs, d'autres y verront un symbole féministe, une femme qui arrive à prendre de haut les hommes et qui est servie par une armée d'hommes castrés. Je vous laisserai donc faire votre choix. Si les marcheurs blancs sont la menace de glace qui pèse sur le trône de fer, elle est la menace de feu. Et à la fin de la saison 4, on attend avec impatience qu'elle parte à Westeros casser la gueule à tout le monde. Bon, la vidéo commence à être un peu longue. Il nous reste qui comme personnage? Ah oui, c'est vrai que je l'ai tué. J'ai l'air con, moi, maintenant, à parler tout seul. Bon, en personnage vraiment important, il reste Sion et Stannis, je dirais. Deux personnages au parcours assez différents mais assez semblables dans la leçon que l'on peut en tirer. Et je dis pas ça juste parce que ça m'arrange de les ranger ensemble. Ils étaient tous les deux prêts à tout pour arriver à leur fin, prêts à tout sacrifier. L'un pour obtenir la reconnaissance, l'autre pour accomplir son destin. Si Stannis ne changera jamais d'avis et sera prêt à sacrifier toujours plus, Sion lui se rendra compte de son erreur. Cependant trop tard pour pouvoir revenir en arrière. Et croyez-moi qu'il va en payer le prix, le pauvre. Stannis lui ira jusqu'au bout, considère le trône comme son droit, et sera prêt à tout pour l'obtenir. Il tuera son propre frère avec de la religion, et mènera des milliers d'hommes à la mort. C'est un peu le souci des gens qui pensent avoir une destinée. Ils sont prêts à tout pour l'accomplir, et ce peu importe à quel point c'est immoral. Au vu d'à quel point Stannis est présenté comme désagréable dans la série, la qualité que la plupart des gens lui trouvent, ce sera Sir Davos Onion Knight, surnommé l'Archibro, ou le gars sûr. Bon, et éventuellement Mélisandre si on considère que le physique peut rattraper le fanatisme religieux. Enfin, avant qu'elle enlève son collier. Enfin, remarque, ça peut être après, je ne kink shame pas. Nous verrons dans les saisons suivantes si Stannis arrive à voir les erreurs de ses méthodes, ou s'il préférera continuer à faire des barbecues. Donc pour résumer tout ça, on a une série avec des personnages pour qui rien n'est servi sur un plateau, qui doivent se battre pour obtenir ce qu'ils veulent, leurs erreurs peuvent leur être fatales, ils sont tous attachants et complexes, on a des méchants vraiment méchants, mais qui gardent des côtés humains pour la plupart. On a de l'action, du suspense, des musiques incroyables, des fesses, et des sous pour pouvoir payer tout ça. Tout le monde peut comprendre pourquoi Game of Thrones ça a marché. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien nous verrons ça très bientôt dans le prochain épisode. Je vous invite à voir mes autres vidéos en attendant, qui sont aussi vachement bien. Et comme toujours, on se retrouve plus tard pour vous dire quoi faire cette année.